Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette FAQ. Je vous ai demandé il y a quelques jours de m'écrire en commentaire les questions que vous vous posiez concernant le porte-rune, l'avenir de la chaîne ou encore l'univers des royaumes sans lune en général, et vous avez été particulièrement curieux. Donc, aujourd'hui, je m'en vais répondre à certaines de vos interrogations. Pas à toutes cependant, car je préfère garder certaines informations secrètes et libres d'interprétation. Une petite annonce avant de commencer. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé où en était le livre du porte-rune en format papier. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une vidéo dédiée à ce sujet sortira le 29 octobre, qui sera pour moi la plus importante et la plus travaillée jamais postée sur cette chaîne. Ensuite, j'ai enfin créé une page Facebook pour les royaumes sans lune. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous y rejoindre. J'y partage l'avancée de mes projets, des petits bonus ici et là, bref, des choses qui n'ont pas leur place sur la chaîne, mais qui concernent tout de même les projets autour des royaumes sans lune. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore terminé le porte-rune et qui seraient ici en train de m'écouter, fuyez, ça va spoiler. Et enfin, une petite surprise rien que pour vous, pour l'occasion, j'ai décidé de ramener à la vie un personnage que nous aimons tous, Viviane. Bonjour! Merci de passer nous faire un coucou depuis l'au-delà, Viviane. Quant à ceux qui nous écoutent, servez-vous un petit verre, quelques amuse-gueules et installez-vous confortablement, c'est parti. Au début de l'histoire, Philippin explique qu'elle ne connaît pas son âge, bien qu'elle pense être encore assez jeune. Pourtant, dans l'épilogue 20 ans plus tard, elle a particulièrement vieilli. Pourquoi ? Déjà, on ne connaît pas de base la courbe de vieillesse des change-formes. Peut-être qu'il reste visiblement jeune pendant un moment et qu'il vieillisse assez rapidement. Et effectivement, il est tout à fait possible aussi de penser que Philippin a été particulièrement affecté par les quelques semaines qu'elle a passées avec le porte-rune, et de ce fait que ces événements l'aient particulièrement marqué. La relation entre Philippin et le porte-rune aurait-elle pu aller plus loin ? Peut-être. Moi, ça m'étonnerait. Parce que c'est pas le genre d'amour qu'éprouve Philippin pour lui. Et en plus de cela, le porte-rune, il faut l'admettre, reste quand même un être assez détestable. Même si Philippin, justement, arrive à aller au-delà de ça, et c'est ce qui permet d'ailleurs de briser le cycle. Witmer est-il encore dans la maison, ou l'a-t-il quitté libre de ses mouvements ? Que deviennent les créatures enfermées ? Qui est la dame du puits dans la cave ? Witmer est-il encore dans la maison ? C'est une bonne question. Techniquement, je vois mal ce qui lui aurait permis de sortir de cette maison. Parce que je vois pas Philippin l'aider à s'en sortir. Et les créatures enfermées, je suppose qu'elles y sont toujours. Et la dame du puits dans la cave, c'est Greta, donc. Et apparemment, c'est la première pensionnaire du porte-rune, donc c'est le premier monstre qu'il a ramené dans la demeure et qu'il a enfermé dans sa demeure. Alors, à l'époque où il l'a ramené, ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas encore les pierres autour de la maison, les pierres gardiennes, puisque sinon il n'aurait pas pu la faire rentrer. Mais il semblerait qu'il a bien réussi à la capturer et à la foutre dans ce fameux puits. Y a-t-il d'autres abominations dans la demeure du porte-rune ? La maison du porte-rune et les environs n'ont pas été totalement visités dans le roman. Donc, on peut supposément penser qu'il y a d'autres monstres dans la maison du porte-rune. Il y a une chambre, si je me souviens bien, qui se trouve au bout du couloir, qui est restée fermée. Il y a un grenier, ça c'est sûr, dans la maison du porte-rune. Et déjà, rien que ces deux pièces, allez savoir, il y a peut-être des choses à l'intérieur. La quasi-absence d'humour dans l'histoire du porte-rune est-elle volontaire ? Est-ce assumé ou est-ce un registre avec lequel tu as le plus de mal ? Je mets pas d'humour parce que je veux pas me forcer à mettre de l'humour. Non, c'est juste que c'est naturellement pas venu. Donc j'en ai pas mis. Si à un moment donné, j'écris une histoire dans laquelle il y a de l'humour qui vient naturellement, alors là j'en mettrai, il n'y a pas de souci, mais j'avais pas envie de forcer le trait et de me dire, il faut que je mette un ou deux moments rigolos, une ou deux blagues dedans. Peut-être que j'en mettrai à la réécriture, si durant la réécriture j'en éprouve le besoin, mais en tout cas dans le premier jet, j'avais pas besoin de mettre de l'humour. C'est pas venu naturellement, donc j'en ai pas mis. Quelle est la signification de la fin ? Pourquoi Thomas est-il brûlé par la bague du porte-rune ? Je vous invite, pour ceux qui se posent cette question, à réécouter le chapitre 1 et 2 et à vous faire votre propre interprétation. Mais effectivement, ça sent pas très bon. Pourquoi Witmer a-t-il relâché Philippin et Thomas ?
Vitemer, il tue pas les gens gratuitement. Bien sûr, il les tue pour les déguster, pour les manger, mais s'il n'a aucun intérêt à déguster, on va dire, une personne, il ne va pas forcément la tuer par plaisir, par sadisme. C'est pas vraiment son genre. Donc, si jamais Philippin n'était pas à son goût, par exemple, Vitemer n'aurait aucune raison de lui ôter la vie. Et enfin, pour Thomas, s'il ne l'a pas dégusté, du coup, il y a sans doute une raison aussi. Et la raison est liée, bien sûr, à la fin, c'est-à-dire à la réaction que Thomas a lorsqu'il touche la bague du porte-rune. Y aura-t-il une suite au porte-rune ? C'est pas prévu, pour l'instant. Je dis pas qu'il n'y en aura jamais, parce que en vrai, moi ça me ferait plaisir un jour de replonger dans cette histoire-là avec ces personnages-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Après, rien n'est gravé dans le marbre. Y a-t-il des dragons dans l'univers des royaumes sans lune ? Alors, je vais répondre un peu différemment, du coup, à cette question. Parce que je veux pas vous donner trop d'informations sur l'univers des royaumes sans lune en général. En fait, ce que j'aimerais pas, c'est que y a beaucoup de gens qui me demandent si je peux partager des infos sur l'univers des royaumes sans lune, leur parler des monstres, leur parler des royaumes, etc. Et c'est très gratifiant pour moi, ça me fait très plaisir quand les gens me demandent ça. Cependant, je n'aimerais pas qu'à un moment donné, l'auditeur connaisse mieux l'univers des royaumes sans lune que les personnages qui l'accompagnent. Si jamais un jour je sors une histoire et y a vous suivez des personnages à l'intérieur, j'aimerais pas que certaines personnes d'entre vous soient plus savants sur l'univers des royaumes sans lune que les personnages avec lesquels vous évoluez. Mais pour en revenir à cette question, y a-t-il des dragons dans l'univers des royaumes sans lune ? Je vais y répondre un peu différemment donc. Il y a un dragon, en tout cas, dans l'univers des royaumes sans lune. Pourtant, un dragon que normalement personne n'a jamais vu, qui s'appelle Akaros. Et en fait, ce dragon, Akaros, c'est l'un des dieux, si je puis dire, les plus importants du panthéon de la religion la plus répandue en Occident, en tout cas, qui est donc Akaros, un dragon qui, chaque matin, crache un nouveau soleil dans les cieux. C'est pour ça que de temps en temps, dans le roman, le soleil, je l'appelle le feu du ciel. C'est que techniquement on l'appelle le feu d'Akaros. C'est ce dragon qui, chaque matin, crache un nouveau soleil dans les cieux, et ensuite le lendemain on crache un nouveau, etc., etc. Et donc, comme j'avais dit, il n'y a pas de lune dans les royaumes sans lune, mais les marées, selon la religion toujours, selon la religion, les marées, elles aussi, sont dictées par la volonté d'Akaros, donc de ce dragon, qui, selon ses mouvements dans la mer, selon ses mouvements dans l'océan, permet à la mer de monter ou non, aux marées de se faire ou de se retirer. Donc voilà, c'est Akaros, en tout cas, c'est le dragon de l'univers des royaumes sans lune. Après, est-ce qu'il y en a d'autres ? Allez savoir, et peut-être que vous en rencontrerez dans certaines futures histoires. Ou peut-être pas. Peux-tu nous en dire un peu plus sur Philippin et surtout sur les change-formes ? Ils vivent longtemps, ils sont capables de se changer en autre humanoïde, de prendre l'apparence de n'importe quel humain. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi Philippin ne se changeait pas par exemple en lion ou en loup ou en aigle pour se défendre. Le fait est que Philippin, comme tous les autres change-formes, n'en est pas capable, tout simplement. Ce sont des êtres humanoïdes. Le seul aspect qu'ils peuvent prendre, c'est un aspect qui est relativement proche du leur, dans le sens que voilà, ce sont au niveau de la taille, de la corpulence, ce sont des humains, des bipèdes, encore plus du coup des mammifères. Ils peuvent pas changer comme ça de masse, n'importe comment, et ils peuvent pas changer non plus trop de taille de manière trop prononcée. Par exemple, Philippin ne peut pas prendre l'apparence d'une gamine de 6 ans. C'est pas possible. Il faut que ce soit quelqu'un qui reste quand même
à une vingtaine de centimètres, grand maximum, de différents d'elle. Et encore, si c'est quelqu'un de trop grand et trop gros, il est possible, par exemple, qu'elle ait du mal. Et ensuite, on m'avait posé la question aussi sur comment les changeformes faisaient pour se reconnaître entre eux. Ils ne peuvent pas. C'est bien tout le problème. Et ce qui fait que, apparemment, les changeformes sont extrêmement rares. Parce que les changeformes, la grande majorité, font extrêmement attention à ne pas révéler leur identité raciale. Et du coup, de ce fait, parce que ça les met en danger, tout simplement, dans les sociétés humaines. Et de ce fait, se trouver entre changeformes, c'est très compliqué. Et donc la natalité chez les changeformes est extrêmement basse. Donc c'est une race qui est très peu nombreuse. Et c'est une race aussi qui est vouée, qui est sur le déclin, qui est vouée à disparaître. Y a-t-il un enfer et un paradis ? Alors, il y a quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Dans la religion Al-Saré, donc c'est la religion occidentale, c'est celle du porte-rune, celle dont je vous parlais tout à l'heure, avec Akaros. Lorsqu'on meurt, il y a un jugement, on se retrouve dans des... Selon la religion, je vais faire très sommairement, peut-être que je sortirai, par contre pour ça, peut-être que je sortirai un jour un épisode juste sur la religion, sur le fonctionnement, on va dire, de la religion. Lorsqu'on meurt, notre âme, littéralement, est envoyée dans des landes, des grandes landes grises, où elle va patienter devant des portes, qui sont les portes du premier sanctuaire du paradis, si on peut dire. Mais en fait, c'est pas vraiment le paradis. C'est un royaume dans l'au-delà, et c'est le royaume des dieux, des 9 dieux du panthéon de la religion. Et donc, devant chacune de ces portes, on va pouvoir ou non entrer et passer d'un sanctuaire à un autre. Il y a les 9 sanctuaires, les 9 portes qui se suivent, et avec les 9 vertus. Les 9 vertus de la religion. Et si on a vécu en accord avec chacune de ces vertus, on va pouvoir au fur et à mesure avancer et passer d'un sanctuaire à un autre. Et dans chaque sanctuaire, bien entendu, les conditions de vie, les conditions de vie, vous voyez ce que je veux dire, le confort, etc., ne sera pas le même. Et plus vous aurez vécu en adéquation avec les vertus prononcées par l'Église, vouées par l'Église, plus vous aurez une place de choix dans le sanctuaire, dans les sanctuaires du coup, des Al-Saré, des Al. Les Al, j'expliquerai qui ils sont, un de ces 4. Et il y a un enfer, bien sûr, donc c'est lorsqu'on n'entre jamais dans l'un de ces sanctuaires, même pas dans le premier sanctuaire, on reste dans ces landes grises, et un jour, au bout d'un certain temps d'attente, notre âme est fauchée et envoyée dans la gueule, justement, d'Akaros. Et on est condamné à brûler dans le corps d'Akaros. D'ailleurs, certains théologiens, dans l'univers des royaumes sans lune, soutiennent la théorie comme quoi le feu du ciel, donc le soleil, le feu d'Akaros, est tout simplement les âmes des damnés qui les ructent, en fait, chaque matin. Et on les contemple passer dans le ciel. Mais c'est pas une croyance qui est partagée par tous les religieux, en tout cas par tous les adeptes de cette religion. Qui sont les 9 dont parle parfois le porte-rune et Adalbéron ? J'en parlais juste avant, ce sont les Al. Donc les Al, c'est la diminution du mot Al-Saré. Normalement au singulier on dit Al-Saré et au pluriel on dit Al. Et ce sont les 9 dieux du Panthéon, du porte-rune et d'Adalbéron et de beaucoup d'autres populations qui vivent à l'ouest du monde connu. Et de ce fait, par contre, ce ne sont pas les seuls Al. Il y a tout un tas d'Al, donc plein d'Al-Saré. Mais parmi tous ces Al-Saré, il y en a 9 qui sont déifiés. Et c'est un peu trop compliqué la religion, donc j'en reparlerai, je pense, dans une petite vidéo annexe qui sera juste dédiée au sujet. Combien de temps te prend l'écriture d'un chapitre ? Ça dépend du chapitre, mais en général, j'en ai entre 6 et 8 heures. J'en ai pour entre 6 et 8 heures. Après,
Pour le montage, c'est à peu près... ça doit être... ouais, le montage c'est un peu moins, ça doit être entre 4 et 6 heures. Donc voilà, en fait, chaque chapitre, ça me prend entre... chaque chapitre, en fait, ça me prend entre 10 et 12, 13 heures de travail. 14 heures parfois, pour les plus gros. Un chapitre entier, hein, donc écriture, enregistrement, montage, et ensuite la mise en vidéo, mais la mise en vidéo se fait très 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 vite. Parce que comme vous pouvez le voir, je fais pas un gros travail au niveau du visuel. Mais ouais, ça me prend entre 10 et 12, 13 heures, 14 heures de travail en général, un chapitre. Donc vous multipliez ça par 27, et puis ça vous donne une idée du nombre d'heures que j'ai passé sur le porte-rune. As-tu une formation dans le montage ou l'audiovisuel ? Aucunement, pas du tout, zéro. Non, j'ai appris... en fait, j'ai fait un peu de radio là où j'habite. Et de ce fait, j'avais des copains avec qui je faisais de la radio, dont un qui s'y connaît très bien, on va dire en montage son, etc. D'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé à faire les voix du démon, si on peut dire, en tout cas de l'abomination, de l'ombre, de la voix. C'est lui qui m'a aidé à faire ces effets-là. Et donc c'est lui aussi qui m'a montré le B.A.B.A, mais vraiment le strict minimum du montage son, donc ce qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Mais non, j'ai aucune formation académique, rien de tout ça. Une prochaine histoire est-elle prévue ? Alors oui, bien sûr, il y aura une prochaine histoire, c'est sûr. Quand est-ce qu'elle débutera ? Eh ben moi je peux vous dire en tout cas que j'ai fini d'écrire les 2 premiers chapitres. Mais quand est-ce que je vais commencer à la sortir ? Je ne sais pas, je dirais en novembre. Parce que je prends un peu d'avance et puis il y a quand même le porte-rune que j'aimerais bien qu'on règle avant que je passe à la suite. Et donc elle est déjà en cours d'écriture. Et où est-ce qu'elle se déroulera ? Eh ben, je vais vous le donner en mille. Elle se déroule à Latanel, cette grande cité par laquelle passe le porte-rune et philippin. Dans le chapitre, je ne sais plus combien, 8 ou 9, je crois, je suis pas sûr. Et voilà, ça se déroulera dans cette grande cité portuaire qu'est Latanel. Est-ce qu'elles seront dans le même univers ? Seront-elles toujours pour adultes ? Ah oui, toujours. De toute façon, sur la chaîne, c'est simple. Les fictions que je vous proposerai se dérouleront toujours dans le même univers, donc c'est dans celui des Royaumes sans lune. Sur différentes époques, ça peut être possible, hein, ça peut se passer, ça se trouve, 300 ans avant ou après le porte-rune, ou 1000 ans avant si je veux, ou 1000 ans après, je m'en fiche, mais ce sera toujours dans le même univers. Et est-ce qu'elles seront toujours pour adultes ? Je me ferme aucune porte, donc non, pas nécessairement, ça dépendra de ce dont j'ai envie de parler en fait. Si j'ai envie de faire un conte tout mignon qui se passe dans l'univers des Royaumes sans lune, je pourrais le faire, mais c'est pas trop un univers qui s'y prête. Donc non, pas forcément. Les histoires, je les écris d'abord, je me dis pas est-ce que j'en écris une pour adultes ou non. Je me dis j'ai envie d'écrire ça. Et une fois que je suis dedans, je me dis bon bah... Et que je suis en train de l'écrire, je fais ah ça par exemple, je vais pas m'empêcher de l'écrire, donc je me dis bah ce sera pas fait pour certains publics quoi. Quelles sont tes inspirations ? Bon, c'est une vaste question. Je lis très peu, je lis très peu, mais si on doit parler littéraire, je vais parler de Conan. J'aime beaucoup l'univers d'Howard avec la magie dans Conan. J'aime beaucoup la magie dans Conan. J'aime beaucoup le côté punitif chez Game of Thrones. J'adore la passion et l'exactitude et la force du détail chez Tolkien, dans sa création de son univers, etc. J'aime beaucoup le côté gris, c'est-à-dire assez peu manichéen qu'on retrouve chez Sapkowski dans Le Sorceleur. J'adore la violence et l'inéluctabilité de Berserk. Voilà, c'est des références assez classiques en fait. C'est très mainstream quoi, si on peut dire. Mais ouais, on va dire que, en tout cas d'un point de vue assez littéraire, ça va tourner autour de ça. Et puis après au niveau du jeu vidéo, des RPG en général, en pagaille, j'ai adoré Skyrim, j'ai adoré l'univers de Diablo aussi, j'aime beaucoup. Plague Tale, j'ai trouvé ça très cool, pas le jeu The Witcher bien évidemment, le 3, qui reste incroyable à mes yeux. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et puis je fais beaucoup de jeux de rôle papier. Donc, qui dit jeu de rôle papier dit écrire des histoires, écrire des scénarios.
Donc c'est ça, je pense, ma plus grosse source d'inspiration, ça reste le jeu de rôle papier et les histoires qu'on a pu inventer mutuellement avec les copains autour d'une table de crayons, de papier et de dés. Bon bah c'était la dernière, je vous remercie si vous êtes encore là, je sais que je parle beaucoup et en plus je parle lentement, donc enfin je parle vite mais je fais des grandes pauses, donc ça peut être un peu chiant, mais j'espère que ça vous aura plu en tout cas, et puis on se retrouve rapidement, donc je vous ai dit le 29 octobre pour la vidéo la plus importante de ma chaîne, autant en termes de travail dessus et d'importance qu'elle a, on va dire, même pour mes projets futurs. Donc le 29 octobre, on rediscute du roman du Porte-Rune. J'espère que vous serez là, que vous serez nombreux et nombreuses, et que on va y arriver. On va y arriver, tout simplement. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous, et merci d'avoir été là.